Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur 28 ans plus tard. Celui-là je l'attendais, un film sorti en 2025 de Danny Boyle. C'est scénarisé par Alex Garland. C'est un film avec Alfie Williams, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et aussi Ralph Fiennes. Ou Fiennes, je ne sais pas. C'est un film qui a coûté 60 millions de dollars. C'est un mid-budget pour les productions américaines. C'est son plus gros budget à Danny Boyle. C'est un film qui dure 1h55. Et qu'est-ce qui se passe pendant 1h55 ? Eh bien, c'est 28 ans après le début de la contamination dans un village isolé sur une île sur une île aux abords de la Grande-Bretagne. Eh bien, un père et son fils vont partir à la chasse parce que le père souhaite que son fils devienne un homme. Et donc, fiston, pour devenir un homme, faut tuer du zombie. On voit cette petite famille sortir du village barricadé sur une île, passer une digue quand la marée est au plus bas et s'enfoncer dans la forêt pour découvrir des choses mystérieuses, bien sûr, sur ce continent qui a été vraiment complètement isolé du reste du monde. Nous sommes donc sur le 3e film dans l'univers de 28 jours plus tard. Je dirais pas que c'est une trilogie, hein, c'est pas des films qui ont été pensés pour être comme ça. C'est avant tout un premier film. Je vous invite à évidemment voir ma critique sur le premier film que j'ai mis sur la chaîne. Le premier trailer, puisque moi mon boulot c'est de faire des trailers, le premier trailer était particulièrement bien fait avec cette idée du poème Boots qui date de 1903, Rudyard Kipling, récité par un acteur et pas par une actrice comme j'ai pu souvent le lire ou l'entendre sur des podcasts. L'acteur Taylor Holmes, ça a été enregistré en 1915 pour un film qui a de l'entrain, un film qui, je pense, respire aussi bien l'énergie, l'envie d'inventer quelque chose que le côté peut-être un peu ringard par moment de Danny Boyle, mais ça n'entache absolument pas son envie de raconter des choses, de raconter de nouvelles histoires, et il est clair que nous pouvons vraiment le percevoir quand il est en interview, dans des podcasts ou dans des interviews pour la tournée de son film. L'énergie qu'il a, il a 68 ans, hein. C'est un âge vénérable hein, pour faire des films, et des films voilà, où il y a des choses qui se passent, il y a de l'action, il y a de la tension à mettre en place. C'est un mec qui a encore plein d'énergie, plein d'entrain, il est formidable. Vous le mettez, il y avait une interview qui dure à peu près 30 minutes, où il est à côté d'Alex Garland. On dirait qu'Alex Garland, c'est Atlas, il porte le poids du monde sur ses épaules, il a l'air abattu, absent, tout ce que vous voulez, et à côté, Danny Boyle qui est comme une pile d'énergie, qui même le secoue à un moment légèrement pour qu'il réponde un peu, parce que lui, il était trop content de partager, trop content de parler de son film, trop content de livrer un peu sa vision du cinéma. Il y avait un podcast où il parlait des caméras avec quelqu'un, un podcast anglais, où il disait réinventer, imaginer de nouvelles choses, c'est comme ça que le cinéma perdurera, et c'est vrai que je suis bien d'accord avec ça. Et dans ce film, on sent qu'il veut raconter de nouvelles choses, qu'il veut innover, comme le virus a innové dans le film. Et ça, moi, je lui laisse complètement ça à ce film, déjà dans un premier temps. Hein. Alors, je vais bien sûr parler librement du film. Je vous invite à voir le film en tout court. Je vais en parler en intégralité. Alors, comment les 28 années, parce que c'est pas 28 mois plus tard, hein, c'est 28 années plus tard, comment on les perçoit dans le film ? Eh bien, voilà, il y a une mise en contexte rapidement au début du film, il y a quelques nouvelles règles, le virus a été repoussé et tenu en Grande-Bretagne, donc il n'y a que là-bas qu'on a le virus. Ce n'est en aucun cas, avec ce film-là, un contexte global et une vision globale des événements qu'on aura. Ça reste à une échelle humaine. Ça reste la volonté aussi de cette saga d'être à échelle humaine. Donc ça, c'est déjà une première chose. On n'aura jamais ce qui s'est passé sur plusieurs pays, sur de vastes étendues. C'est ce que faisait à une petite échelle, mais quand même, à l'échelle d'une ville, 28 semaines plus tard. Bon, pour un résultat qui n'était pas terrible, hein, mais au moins on avait un contexte global. C'était une sorte de film choral rapidement dit, rapidement fait. Mais là, on revient sur quelque chose de plus recentré sur les personnages. Voilà. Et on va découvrir avec eux ce qui se passe. On ne saura jamais d'avance ce qui va arriver. Même s'il y a des trucs un peu bizarres dans le film, enfin je vous en parlerai. Deuxième chose, nous avons une forêt.
un décor naturel ou un décor semi-urbain de village dans lequel la nature a repris ses droits. Donc cette forêt que vont parcourir les personnages, c'est un terrain de représentation et dans lequel on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre des animaux, des troupeaux, des infectés, plein de différents infectés, un train, voilà un moment un tunnel, on sait pas d'où vient ce tunnel, à quoi il est relié, mais il y a un tunnel, pouf, voilà, il est là. Parce que le terrain suffisamment délabré, suffisamment anonyme, de forêt, de plaine étendue, le permet. Donc ça, c'est un terrain qui est très propice à l'imagination de situation au scénario. Et ça, je pense que c'est aussi une plus-value du film. C'est de ne pas nous enterrer, en quelque sorte, sur un terrain prédéfini, bien préétabli, comme pourrait l'être un environnement urbain. Là, on peut s'attendre à tout. Voilà. Et ça, c'est une force du film. Et la troisième chose, ce sont les mœurs. Alors, ce sont les mœurs de gens qui sont reclus, de gens qui batifolent entre eux dans un espace très limité. Donc ça, c'est une question que je pense le village commence à se poser, puisqu'on a des générations qui vont disparaître, celles qui ont connu le drame, et on va avoir de plus en plus des jeunes qui vont découvrir, notamment notre héros, qui s'appelle Spike. Ce n'est pas Aaron Taylor Johnson, c'est pas Jamie le héros, et Dieu merci, c'est l'enfant, et nous allons découvrir le monde avec cet enfant. Et ça, moi, j'adore. J'adore cette idée qu'on va découvrir le monde, on va découvrir les règles, voilà. Et on a cette première partie avec le père et le fils. Et il n'y a pas d'appel à l'aventure, voilà, c'est l'instauration des règles. Il n'y a pas de conflit en particulier qui appellerait à une aventure plus grande. Mais c'est l'état de la mère et l'inertie du père qui vont amener l'enfant à faire quelque chose. C'est pas quelque chose d'extérieur qui l'amène à imaginer une aventure. Non, c'est la caractère pourri, littéralement, de l'intérieur de la mère, c'est-à-dire de ce qui se passe dans sa tête, et du père, de l'attitude du père, qui vont l'amener à pousser, à sortir du village volontairement, sans que ce soit un rite d'initiation, ce qui était le cas au départ. Autre chose aussi, nous attendons d'un tel film de la tension, de l'action. Alors l'action n'est pas forcément présent, il est présent à de faibles petites période. C'est plutôt un film d'ambiance. C'est un film aussi avec par moments de la tension, une bonne tension, notamment une scène qui est aussi une scène d'action qui est pour moi la scène la plus réussie. C'est quand ils ont détecté un alpha et qui se font courser, qui s'échappent. À un moment la nuit, ils arrivent à revenir près de la plage. Et après il y a cette très longue digue, ce chemin sur l'eau qui les amène au village. Et à mi-parcours, ils entendent un tcham, 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 et ils se rendent compte que c'est l'alpha qui les course derrière. Et là, ils doivent taper le plus gros sprint de leur vie, parce qu'il y a l'alpha qui les course derrière. Et l'alpha, c'est une énorme masse. C'est le gars, il fait 120 kilos. Donc à chaque fois qu'il frappe du pied l'eau à terre, ça fait un énorme splash. Et c'est ultra régulier. Donc on sent vraiment que c'est presque une machine qui leur fonce dessus. C'est assez effrayant. Le truc, t'as vraiment pas envie qu'ils les atteignent. Et le gars, à un moment, il y a un plan qu'on voit brièvement dans la bande-annonce, où ils sont au premier plan et derrière, t'as une immense masse. T'as un corps, un corps bodybuildé, tout fiévreux, tout poilu, qui est derrière, et on dirait que c'est presque le décor derrière eux, tellement le truc est immense. Et tu dis, oh putain, ce truc-là, il faut pas que ça s'approche, parce que sinon ça nous transforme en apéricube. Voilà, le truc, il fonce comme ça. Et je crois qu'il y a une musique à ce moment-là. Je vais m'abstenir de dire des conneries, mais ce moment, il était très 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 réussi. Il y a ce moment planant où voilà, ils sont au milieu de l'eau. Et à un moment, tu as ce coup de tension, ce coup de pression qui est absolument formidable. Pour moi, c'est la meilleure scène du film. Le problème est on va dire que c'est la meilleure scène du film pour de l'action-tension. Il y a une autre scène que j'ai beaucoup aimée aussi, qui est plutôt vers la fin. Je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, cette scène, très réussie, la sensation que nous avons, l'envie d'absolument sortir de là est très efficace. Même si je regrette que, étant donné que c'est dans la nuit que la scène se déroule, par moment on a l'impression qu'il y a un petit peu de studio quand même. Ça s'est confirmé avec des images de making of.
Et c'est un peu dommage qu'on sente que le film il est un peu cloisonné et que c'est pas fait en conditions réelles en fait ce moment. C'est du simili studio, sûrement pour contrôler l'eau, je pense de leur côté, pour contrôler les masses d'eau et comment ils devaient jouer avec ça et les lumières portées sur le terrain. Ils ont préféré faire ça en studio, je peux comprendre, mais ça se perçoit un petit peu. Alors avec le son, on est englobé et le moment se passe bien, mais quand on y réfléchit un peu, c'est un peu bricolé cette séquence et c'est un peu dommage. Mais le son donne toute l'énergie à la séquence. Par rapport au précédent, quel est le ton ? Je trouve que le film a très peu de moments comiques, c'est un film qui est sérieux, c'est aussi un film qui se moque un peu peut-être de notre monde moderne éventuellement, avec un moment, il y a un passage où il y a quelqu'un du monde extérieur qui vient les voir et qui montre son téléphone. Alors, il y a un côté un peu critique. Mais je trouve que tout ça, ça prend pas beaucoup de place. Et il y a quelques moments légèrement comiques, mais généralement, je trouve que c'est quand même assez dramatique. C'est très... la situation est fragile. Ce n'était absolument pas le cas du 2. Dans le premier, par moment, on le sentait, mais ça pouvait très vite s'estomper parce que les héros faisaient des à côté, des pas d'à côté, des choses en décalage. Ils faisaient un pique-nique en pleine nature. D'ailleurs, ici, ils le refont aussi. Laissons passer ça. Que voilà, la nuit, on se laisse border en pleine nature, alors qu'on sait que c'est l'endroit où on peut se faire dévorer tout cru, quoi. Mais non, le ton est maîtrisé, même si visuellement, donc à la réalisation, il y a des ruptures de ton. Dans l'écriture du scénario, je trouve que ça se tient d'une pièce. C'est un film aussi qui a une forte présence de la religion, aussi bien au début du film que dans tout un segment qui est le segment du temple, le Bone Temple littéralement. À la fin du film, vers le dernier tiers, le troisième acte, on découvre un temple de crâne et d'os amoncelés pour essayer de faire un espèce de lieu mystique. C'est un lieu qui est vraiment un changement dans le récit, un peu comme dans le premier avec les militaires. Sauf que ici, le Bone Temple est beaucoup plus intéressant à découvrir, notamment le personnage qui garde ce temple. J'en parlerai un petit peu après. Mais le film est comme un peu le Hobbit. C'est une histoire d'aller et retour. On ne fait qu'aller et revenir vis-à-vis de ce village, et que ce soit le début du film et la fin du film. Il y a un écho, puisqu'on a un personnage qui nous est présenté au tout début du film, première scène, qu'on retrouve à la fin, parce qu'il y a un objet que lui a légué son père avant de mourir, qu'on retrouve à la fin pendu à son cou. Voilà, donc on a un lien, bon, c'est pas vraiment un bookend, mais l'idée de retrouver ce personnage et de savoir comment lui il a survécu, ce sera sûrement le but du prochain film 28 ans plus tard. C'est un film, je pense, d'aller et de retour. Je dis ça comme ça par rapport au Hobbit et aussi par rapport au mouvement des personnages dans le film, mais il y a aussi un retour en arrière clair. Un retour en arrière puisque on a ce rapport très étrange avec des films du Moyen-Âge où on a des gens qui tirent des flèches et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on est sur des espèces de films de Moyen-Âge anglais du style, je sais pas moi, Ivanhoe ou un truc comme ça, avec des gens qui tirent des flèches. Je sais pas de quel film ça vient, mais c'est très très étrange, comme si l'image actuelle ne suffisait pas. On avait dans l'obligation de voir en fait des images de Moyen-Âge. Alors ça c'est très étrange, parce que les plans du Moyen-Âge n'apportent pas plus d'indications que les plans actuels de la période actuelle du film. Ça je n'ai pas encore compris pourquoi on a ces plans de films de Moyen-Âge. Si ces plans de films de Moyen-Âge nous donnaient une signification supplémentaire ou un détail qu'on n'aurait pas remarqué, mais là, honnêtement, on a des gens qui tirent des flèches, et ces gens qui tirent des flèches, ils tiraient aussi des flèches au Moyen-Âge. Donc quel est le rapport entre les deux ? Qu'il y a une espèce d'ancienneté, de tradition moyenâgeuse de l'arc et des flèches qui revient au goût du jour actuellement, mais comme si on pouvait pas le percevoir actuellement. On sait très bien qu'actuellement, si on veut tirer, on sort un flingue et on tire. Quand on utilise l'arc et les flèches, de base, ça, dans l'inconscient, parce qu'on a eu une éducation à l'histoire, nous savons que ça convoque le Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce qu'on serait tellement neuneux qu'on pourrait même pas faire le lien avec le Moyen-Âge qu'il est obligé de nous le mettre ? Ça, je n'ai pas compris. À quoi ça sert ? Autant il y a certaines choses
il y a des extraits de nuit avec des zombies en rouge. Alors c'est très effrayant et tout ça, et on comprend pas. Même un autre moment, on a quelqu'un avec un masque qui semble-t-il est après sur une carcasse dans le village. On comprend pas ça. Mais on va se dire, oui, c'est peut-être des évocations du passé ou un flash-forward, ce qui est le cas d'ailleurs. Des zombies en rouge, puisqu'on a à un moment la carcasse d'un chevreuil ou d'un cerf qui est un peu déglingué, et on a la tête, si je me souviens bien, une tête d'animal qui est posée comme ça sur un arbre, et c'est donc peut-être un flash forward que nous avons eu à ce moment-là, des zombies en rouge. Bon, pour le masque, j'ai toujours pas compris, peut-être que ce sera expliqué dans Bone Temple, mais ce truc au Moyen-Âge, c'est le plus incompréhensible. Et c'est pas comme si, parce que ça pourrait être ça aussi, qu'on utilise ces plans de films de Moyen-Âge pour combler des bouts, des blancs qu'il n'avait pas au montage, pour terminer le mouvement d'une flèche par exemple. Mais c'est même pas le cas, en tout cas pas de mémoire. Là ça mérite un revisionnage bien sûr, donc je peux pas trop m'avancer, mais il me semblait pas que c'était le cas. Donc pourquoi on fait ça? C'est le côté punk, on fait n'importe quoi, et ça va peut-être passer, c'est comme le fusil plein de clous, on tire et il y en a un ou deux qui passent. Voilà, moi je trouve ça absolument grotesque en fait, ça n'a pas de rapport, il y a un manque de logique qui nous amènerait à comprendre en fait cette démarche. Moi je ne comprends pas cette démarche. N'hésitez pas en commentaire, ou si vous connaissez une interview dans laquelle il a parlé de ça. Ah, moi, ça m'intéresserait de la lire, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce passage avec les films moyenâgeux. Après, c'est pas très gros, mais quand même, un petit peu. Et ça a amené à certains critiques, je pense bien sûr à Dex, que je salue, qui en avait parlé dans son retour sur 28 ans plus tard. Ça rend le film insaisissable. Que le film refuserait de se mettre dans une case. Alors il se met quand même dans une case, il se met quand même dans une case du film de zombies ou le film d'infectés. Il se met donc aussi dans une case de film post-événement apocalyptique. Il se met aussi dans une case du film d'aventure. Alors oui, il se met pas que dans une case, mais quand plein de films, même bien avant, même j'ai envie de dire bien avant la naissance de Danny Boyle, il y avait déjà des films qui avaient plusieurs cases en eux. Donc ça, c'est pas l'idée de pas pouvoir placer les films dans une catégorie. Non, il peut être placé dans une catégorie, mais la construction scénaristique du film nous rend pas compte de quelque chose de bien solide. C'est comme un enchaînement de petites scènes, de petites idées. Rien n'est vraiment connecté. Et en cela, je peux percevoir quand Dex dit que le film est un peu insaisissable. On comprend pas trop. Là, je suis d'accord avec lui. On comprend pas trop où ils veulent en venir. Il y a une sorte de manque de cohérence globale. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est propre au film. Ce n'était pas forcément le cas avant. Parce qu'avant, par exemple, 28 semaines plus tard, ça roule tout seul, ça, il n'y avait pas vraiment de souci. Mais 28 jours plus tard, c'est un film de route. C'est un film de voyage. On traverse une certaine distance pour être en sécurité. Ça, on connaît. Alors que là, on va et vient avec le village, puis après, on a des petites scénettes pour narrer des extérieurs. Avec ça, eh bien, on attend aussi, comme tout film de zombies, certains moments effrayants. Alors, les jumpscares, ils sont très insignifiants, car attendus, pas surprenants au vu des circonstances. Un truc immobile qui bouge tout d'un coup, avec cette espèce de monstre d'infecté qui est pendu par les pieds. Voilà, le truc... C'était évident qu'il allait bouger, et donc quand il allait bouger, il allait faire un gros cri qui allait réveiller toute la salle. Ou encore une situation dont le silence va être brisé. Quand on a les militaires qui sont dans le tunnel et qui ne voient rien, et tout d'un coup, le mec il se retourne et on a l'énorme alpha qui va leur charcuter la gueule. Bon, ça c'est des trucs, on pouvait s'attendre à quelque chose de plus amusant. Travaillez vos effets, prenez le temps, montrez un truc effrayant, faites dans le noir. Moi je me rappelle toujours d'un beau moment, c'était dans Je suis une légende avec Will Smith, un moment où Will Smith il rentre dans un bâtiment, je sais plus pourquoi, mais il rentre dans le bâtiment et il cherche avec la lampe torche quelque chose, et tout d'un coup la lampe torche elle passe à un endroit et il y a un agglutinement, un espèce de rassemblement général de plein d'infectés. Et là, tout d'un coup, il sait pas quoi faire et il essaye de sortir, de chercher la sortie et de pas faire de bruit. Parce qu'il a peur de les déclencher. Et ça, c'est un moment super. Parce que la menace, elle est là. On l'a vu.
Et c'est là où la tension, elle monte d'un cran. Parce qu'on sait qu'elle est là, elle est immobile, elle n'est pas encore activée. Et on a peur de faire un mouvement de lumière ou de faire du bruit pour l'activer. Et ça, c'est super. Alors que là, dans cette séquence du tunnel, il n'y a plus rien. Il n'est pas censé y avoir des choses. Et tout d'un coup, paf, il y a un alpha devant eux. Bon, très bien. Alors qu'un alpha, quand il marche, on l'entend, hein, on l'entend clairement. Donc bon, tout ça, il faut accepter des trucs. Dans ce cas-là, comme beaucoup de films un peu mal écrits, il y a des trucs à accepter, que ça soit à une échelle globale, et ça c'était remonté dans plusieurs critiques, 28 ans plus tard, ne me faites pas croire que rien n'a été tenté pour stopper le truc sur l'île, parce que c'est quand même un putain de terrain, il y a beaucoup de choses qu'on devrait récupérer, ou imaginez, après là ça nécessite quand même un peu plus de budget, qu'il y ait une espèce de défrichage de l'île par des forces européennes, pour essayer de retrouver, de reconquérir le terrain. Tout comme de l'autre côté au niveau du village, on voyait les mecs ils arrivaient sur la plage après être passés sur la digue, et bien après on voyait qu'ils avaient pris plein de bois dans les forêts aux alentours, et qu'il y avait des tonnes d'arbres qui avaient été coupés depuis 28 ans. Et on pourrait imaginer qu'à une échelle nationale, qu'à l'échelle de l'île, eh bien, il y a une partie de l'île qui a été complètement défrichée, complètement ratiboisée, nettoyée à mort par les forces européennes pour essayer de liquider des zombies et reconquérir du terrain. Parce que tu peux pas laisser... le monde ne peut pas se dire « Oh ce terrain, on va le laisser pendant 28 ans !» Autant on pourrait dire 10-15 ans, ok, mais 28 ans sans rien d'activer, sans faire le tour de l'île, on aurait forcément croisé cette petite île avec ce petit village. Donc il y a des choses qui sont pas très logiques à l'échelle du monde quant à la situation de la Grande-Bretagne et de l'Irlande dans le film. Et il y a aussi des choses à l'échelle du film, à l'échelle de ce que nous connaissons dans le film. Pourquoi le père ne va pas sauver son fils? Pourquoi il ne va pas le chercher plus tôt? Non, il faut qu'il attende la fin où il y a le bébé avec le petit message pour que l'autre il se dise « Ah tiens, je vais sauver mon fils !» Non mais c'est ridicule. Voilà. Sachant qu'il devrait vite s'en rendre compte, il voit pas la mère, il s'est engueulé avec son fils avant, il parlait d'un espèce de docteur un peu plus tôt, il sait très bien qu'il est allé là-bas. Donc en plus on a juste qu'à suivre le feu et la fumée. Donc je comprends pas qu'on ne croise pas le père à la fin. Et ça aurait été beau d'ailleurs ça, de croiser le père qui voit son fils mettre le crâne tout en haut de la pyramide et s'excuser auprès de son fils et tout ça. Moi j'aurais trouvé ça magnifique. Voilà, il s'excuse auprès de son fils à la mort de sa femme. Moi je trouve ça bien, mais non, on veut garder le père dans une espèce de rédemption qu'il aura peut-être après, qu'il aura peut-être dans le film suivant. Mais moi j'aurais trouvé ça plutôt beau. Mais bon, écoutez, ce sont des choix. Il y a aussi des choses qui sont très étranges, mais là c'est une affaire de topographie d'espace. C'est l'explosion de gaz dans le bâtiment où les héros rentrent. Il y a du gaz, il y a un mec qui tire dans le gaz, ça fait péter tout le bâtiment et les mecs ils sortent même pas brûlés quoi. Même pas avec des flammes sur eux. On se dit mais comment ils ont fait? Ils se sont mis dans un placard, le placard il est inifugé, enfin comment ça se passe? Parce que alors là les zombies ils ont bien cramé, mais pas eux. Comprends pas. Bon, écoutez, c'est des détails, hein, mais bon, cumulé, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Il y a aussi des choix de narration qui sont bizarres. Mais je devrais pas dire bizarres, mais plutôt qui font un énorme détour pour si peu de choses racontées. Par exemple, un soir, alors que Spike est avec sa mère dans la forêt, eh bien, il y a un rampant. Donc, un espèce de zombie qui rampe au sol, qui s'approche dangereusement de Spike, qui est en train de dormir. Le matin, Spike se réveille un peu en sursaut. Voilà, on a un cut assez violent et on le voit se réveiller en sursaut le matin. Et il y a la mère à côté... oh, il s'est rien passé, oh, je sais plus ce qui s'est passé, tout ça. Et puis, on a un flashback juste après où on voit la mère fracasser la tête du rampant. C'est lourd comme procédé. Et c'est presque en même temps un peu comique pour un moment qui est censé être un peu dramatique. On fait monter une tension et finalement cette tension, elle sert à rien. C'est un procédé de narration, de flashback, de cut, une ellipse. C'est une attitude punk, ça je lui laisse. Mais pour moi, c'est extrêmement vain. Le gamin ne se serait pas réveillé avec le fracas à 50 cm de lui. Ça n'existe pas. Et c'est peut-être en cela que je peux percevoir
lourdeur pachydermique du scénario comme l'a perçu Mérège. Moi, généralement, je suis plutôt un bon spectateur sur l'instant. Mais comme le dit Cobb dans Inception, ce n'est qu'au réveil qu'on remarque ce qu'ils avaient d'étrange. Évidemment. J'entendais les gens de Réaliser sans trucage, donc ce podcast cinéma, dire que telle ou telle chose est basique. Vis-à-vis de 28 ans plus tard, on se demande alors, avec tout ce qui sort au cinéma ou sur plateforme, ce qui n'est pas basique. Qu'est-ce qui est une image répandue ? Elle est répandue, cette image, si tu n'y es pas confronté régulièrement. Et en cela, c'est une posture politique. Et cette posture politique, elle commence dès le départ, avec un des premiers plans, voire même le premier plan, je ne sais plus exactement, Teletubbies. Pam, la télé, attention, la télé transforme les gens en zombies. Non mais on commence avec des enfants, des enfants qui vont devenir dans les derniers plans des adolescents un peu rebelles. C'est amusant comme le début fait un peu écho à la fin, où nous avons les Teletubbies, donc des espèces de personnages en couleur, et à la fin on a des mecs en survêt aussi, avec des couleurs très vives, et qui font un peu les Yamakasi avec les zombies. Et donc on commence avec les enfants et avec un mythe de l'ogre qui va aller manger les enfants, avec la porte qui commence à se disloquer et les enfants qui ne peuvent pas sortir. C'est vraiment le grand méchant loup qui va enfoncer la porte de la maison des 3 petits cochons. Nous allons suivre là un enfant, on pense que ça va être après, des années plus tard, Jamie, mais en fait non, pas du tout. Jamie, c'est quelqu'un d'autre et qui va amener son fils Spike à la chasse. Alfie Williams, c'est le gamin qui joue Spike, il est formidable. Je trouve que c'est vraiment la belle révélation du film. C'est celui qui joue le mieux. C'est celui aussi qui a plus de choses parce que il doit découvrir. Il a une palette d'émotions. Il est très réceptif. Il est très fragile et donc ça se perçoit pleinement. Il joue vraiment très bien. Il a une très très bonne bouille de gamin. Il fait un peu penser à Roman Griffin Davis qui joue Jojo dans Jojo Rabbit. Une bonne tronche d'enfant, t'as envie de le protéger, t'as envie qu'il soit heureux, t'as envie qu'il puisse vivre une aventure sans danger. Mais évidemment, le pauvre Spike qui va découvrir l'enfer, cet univers, c'est Candide, donc notre Spike, et il va découvrir l'enfer cruel, le monde cruel via ce rite initiatique, le monde des zombies, mais aussi le monde des humains, avec les humains qui ne tiennent pas parole, qui ont des petits problèmes au niveau de l'entrejambe, ça les démange. Voilà, et le problème, c'est toujours un peu les humains. Il y a toujours un alignement chez Garland vis-à-vis des humains. Bon, les zombies, c'est pas eux la solution non plus, mais on part toujours des humains. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le milieu naturel qui pose problème, ce sont les humains. Avec Jamie, qui est donc son père, bon, c'est vraiment un décalque de Kraven le chasseur, une espèce de mec un peu mal alpha, mais qui n'est pas l'alpha, donc il y a des zombies qui s'appellent les alphas, mais là on est un peu le gars là, le beau gosse du village, vous savez, c'est un peu Gaston, c'est un peu Gaston de La Belle et la Bête, voilà, qui exagère les actes de bravoure de son fils, alors qu'il n'a pas fait grand chose pendant la chasse, quand il est à la fête, et qui n'est pas très fidèle aussi, c'est pas étonnant aussi de la part du scénariste de Men, mais moi voilà, je trouve pas le personnage très intéressant. Je trouve qu'Aaron Taylor Johnson fait trop jeune pour être père. Je le trouve pas bon. J'ai jamais vraiment aimé cet acteur, mais j'achète pas du tout lui en tant que père. Après, j'entends tout à fait que dans le village, on a fait des enfants très jeunes et donc on est encore assez jeune quand on est père d'un enfant de 12 ans dans ces circonstances. Ça, je l'entends totalement. Mais lui, on dirait qu'il a 25 ans, mais il est juste barbu. J'ai du mal à accepter ça. Là, il lorgne pas du côté des 35-40. Il a une belle peau, l'acteur. Il fait assez jeune dans le visage. Il a une belle masse, quoi. Donc, moi, je le perçois pas comme étant assez âgé pour avoir un enfant. Bon, après, c'est des perceptions, évidemment. Je ne l'ai pas acheté en tant que père. En tant que grand frère, ouais, en tant que grand frère, je peux imaginer quelque chose. Le choix de design, là je pense pas que ce soit juste l'acteur, mais c'est aussi un choix de comment le représenter. Les deux font très jeunes, même si la mère, j'avais même pas reconnu que c'était Jodie Comer. Elle a une sorte de spiritualité, la mère. Elle est un peu représentée comme un zombie, avec le son au début du film, on sait pas d'où ça vient, et en fait ça vient du dessus, c'est elle qui est en train de beugler. Et quand elle s'énerve, alors ça c'est quelque chose de très zombiesque, de très infected, quand elle s'énerve dans la première scène, eh bien on a tout d'un coup un montage ultra serré, ultra cut, on a l'impression que c'est un zombie qui va nous sauter dessus. C'est comme pour les infectés.
il y a des espèces d'inserts violents et on doit faire avec, voilà. Et cette mère, voilà, elle a un problème à la tête, elle a des absences, elle s'énerve, elle est très vite fatiguée, très vite faible, c'est un peu le yo-yo. Et ça, c'est parfait, parce que pour le scénario, ça nous arrange quand ça arrange le scénario. Hein, quand elle est à l'extérieur, tout d'un coup, il n'y a plus de danger. Hein. Il n'y a pas des moments où elle est complètement dans les vapes et l'enfant doit essayer de l'attirer dans la bonne direction. Non, non, alors là, c'est straight to the point. Hein, dans leur traversée de la forêt. Ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on pouvait s'amuser avec ça. On pouvait même aller plus loin, dans une espèce de truc qu'on avait déjà un peu perçu dans le film World War Z. Alors bon, World War Z, bon, est-ce que des gens se souviennent de ce film? Ça, c'est votre affaire. Mais dans ce film-là, nous avons perçu qu'à certains moments, notamment la séquence à Jérusalem, que j'avais beaucoup aimé, il y a tout d'un coup des vagues de zombies, genre des trucs vraiment vénères. Et tout d'un coup, ces zombies, ils passent à côté de quelqu'un qui est au beau milieu de la rue. Hein, et cette personne n'est pas attaquée par les zombies. Pas parce que cette personne a quelque chose, que ça soit une maladie ou un truc dans le sang qui fait que les zombies le captent pas du tout. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose comme ça avec la mère. Je me dis, ah, ça c'est pas mal. C'est le fils qui est en danger et pas la mère. Et c'est pourtant le fils qui va protéger la mère. Enfin, il y avait un côté d'entremêler les choses qui pouvait être pas mal. Absolument pas. On joue pas sur cette notion-là parce qu'il y a un moment qui m'avait donné un peu cette impression. Ou peut-être ce faux espoir, c'est quand il y a l'infecté enceinte. Parce que oui, maintenant, les infectées femmes peuvent tomber enceintes. À un moment, j'ai cru justement qu'il y allait avoir quelque chose parce qu'on a cette infectée enceinte qui va mettre un enfant au monde et elle se connecte avec la mère avec les mains tendues comme ça. Alors on peut peut-être imaginer que vis-à-vis de la mère, c'est son ancien métier qui revient au galop comme une sorte de flash, de réflexe physique en fait, de réflexe de geste qu'elle met en place avec l'infecté qui comprend en plus. C'est ça qu'il y a une drôle de connexion. C'est dommage que ça n'a pas été explicité, travailler davantage. Il y a une connexion et après l'infectée elle sort l'enfant et finalement on pourrait se dire oui voilà parce que en étant malade il y a quelque chose que les zombies captent différemment d'elle, mais en fait non pas du tout. C'est aussi simple que ça. Concernant encore la mère, j'ai beaucoup aimé la fin de la mère parce qu'elle va mourir un peu plus tard dans le récit. Sa mort est douce avec le personnage du docteur. Alors le docteur, il est assez formidable. Le docteur, c'est un espèce de mec complètement mystérieux. On ne sait pas s'il est fou ou non. Et on a peur d'ailleurs de rencontrer un espèce de colonel Kurtz, hein, de gars complètement frappadingue, qui fait genre le gentil, mais en fait derrière il zigouille quoi. Il zigouille les gens et absolument pas. C'est un espèce de mec glauque réconfortant. J'étais assez surpris, mais très agréablement surpris. Je me dis ah là on joue pas sur des clichés. On joue sur le mec mystique qui a perdu un peu la boule, mais qui est droit dans sa croyance envers la mort, de sa croyance envers l'amour, et c'est l'amour et la mort qui l'amènent à rester en vie. Il est perturbé mais droit, ce personnage, parce qu'il est le gardien d'un souvenir, le gardien du souvenir, d'une culture et même d'un culte. Il répète au héros et à sa mère « Memento mori », n'oublie pas de mourir, et « Memento amori », qui est « n'oublie pas d'aimer ». Si j'ai bien écrit ce que j'ai entendu, hein, je ne me permettrai pas de dire exactement que c'est exactement la chose qui a été dite, mais je crois que c'est ça. Et j'aime beaucoup cette notion parce que les deux se confondent dans le film. N'oublie pas de mourir, n'oublie pas de célébrer la mort des personnes qui sont décédées. Et quand j'entends n'oublie pas de mourir, c'est quelque chose qui revient dans le film, dans l'idée que la trilogie ne meurt pas, que les infectés ne meurent pas, que l'enfant au début du film ne meurt pas puisqu'il revient à la fin en étant adulte, que les héros du film ne meurent pas, hein, dans le bâtiment avec le gaz. C'est un film sur la non-mort et l'envie d'aimer, de rester connecté avec les gens. Et son apprentissage de la maturité ne se fait pas à travers la mort bête, hein, c'est ce que voulait son père, hein, en l'emmenant à la chasse, mais à travers le deuil de la mort de sa mère et l'envie d'aimer sa mère à travers sa mort. Et dans cette scène avec le crâne, c'est formidable, hein, on a la violence humaine qui a toujours été là, avec les images de Moyen-Âge, mais ici, on va avoir le crâne qui va être utilisé par les infectés comme une arme, mais utilisé par les humains comme un objet de culte. Et l'enfant va réagir à la mort et se construire
autour de la mort. Et c'est en cela qu'on a une des plus belles scènes du film, avec le gamin qui va monter cette pyramide de crâne, cette pyramide de mort, pour y installer au sommet le crâne féminin. Alors ça, c'est vraiment une très belle scène, et c'est le docteur qui permet tout ce déploiement thématique, le déploiement thématique de la parenté, appartenir à un groupe, comme avec les alphas et les zombies qui étaient un peu, vacants, tout seuls, et bien maintenant ils sont affiliés à un groupe. Et bien sûr, la famille. Ça, c'est quelque chose qui traverse tout 28 ans plus tard. Au-delà de ça, et c'est peut-être ça qui peut prendre le pas sur la famille, mais finalement dans le temps de récit, c'est absolument pas le cas, c'est la force armée. L'idée de force armée, Garland ne peut pas s'empêcher de mettre des militaires, il en met un absolument insupportable qui s'appelle Eric, qui donne un rapport à l'extérieur qui est assez lourd, avec les téléphones, les Uber Eats, Wall Street, les femmes qui sont toutes pulpeuses, mais en fait c'est du Botox. C'est des trucs, le gamin, il connaît pas ça, il connaît pas le téléphone, il voit ça, il s'en fout, parce que lui, c'est pas son univers, il voit pas l'utilité, parce que quand on le voit rentrer dans un bâtiment pour chercher des choses, il cherche tout de suite des ustensiles de cuisine, parce que ça peut être utile, il a un esprit formaté à la survie et à quelque chose de très pratique. Il n'a jamais été distrait comme le portable peut distraire, donc ça, il voit que c'est un truc à lui. Il a aussi le respect de la propriété. Il y a le respect de la propriété, il est pudique, il est réservé. Donc on le voit quitter justement la fête à un moment parce qu'il y a quelque chose qui l'angoisse d'être avec les autres. Donc moi je comprends qu'ils ne prennent pas le portable en fait. J'entendais les gens de Capture Mag qui disaient que ouais, il aurait pu prendre le portable parce que c'est impressionnant, ça il l'a jamais eu. Oui, mais encore une fois, là on est, je trouve, sur une société qui n'est pas sur l'appartenance mais sur le partage constant. Donc voilà, il n'a pas à s'accaparer en fait quelque chose qui n'est pas à lui. Surtout quand la personne est encore vivante. Donc à un moment, lui en fait, c'est pas sa priorité. La vie de ce garçon est faite de priorités. La priorité c'est la survie, rien d'autre en fait. Surtout amener sa mère jusqu'au docteur. Donc tout ce qui est un peu divergence, ça ne l'intéresse pas. Et je peux percevoir pourquoi ils ont fait le choix de ne pas jouer autour de ce portable. C'était plus une petite pichenette sur certaines pratiques, sur certaines tendances, que tout d'un coup un élément narratif qui devrait prendre de la place sur quelques plans, sur quelques secondes de plus que ce qui avait été noté et retenu dans le film. Ça reste un personnage qui est lourd, c'est une espèce de critique un peu bas étage du capitalisme, un personnage pas très agréable, il meurt d'une façon pas très agréable non plus, avec un arrachage de tête. L'alpha l'utilise comme une sorte de casse-tête, vous savez, ces espèces de masses avec une chaîne, et au bout de la chaîne, il y a une espèce de grosse boule avec des pics. Et bien là, il fait la même chose, mais avec le crâne et la colonne vertébrale. C'est assez rigolo, mais c'est un petit peu con aussi, hein. Je vous parle des alphas, mais c'est vrai qu'il y a une toute nouvelle organisation de zombies, une organisation d'infectés. Enfin, les infectés sont le centre de l'attention du récit. C'est pas une toile de fond cette fois-ci. La nature a trouvé son chemin, littéralement, un petit peu ce qu'explique Boyle en interview, qui n'est pas forcément très perceptible dans le film directement. C'est que ces zombies, ils ont un petit peu changé, ils ont un petit peu muté. Les mecs deviennent un peu vidés d'énergie à cause de la rage qui les épuise, et ils perdent en masse. Et donc ce virus va muter, et certains se sont écrasés par terre et se nourrissent d'insectes et gardent de l'énergie et gonflent par rapport aux autres. Et même dans les comportements, ils changent, ils s'organisent. Maintenant, ils sont tout nus. Voilà, on se fait attaquer, on se fait courser par des vieux monsieur tout nus. Les infectés, bien sûr, n'ont plus de vêtements. Au bout de 28 ans, ils se sont pas rhabillés, forcément. Et donc, ils traînent comme ça, comme des espèces de néandertals, de primitifs, comme ça, à courir comme des dératés dans les prés et tout ça. C'est assez flippant. On dirait des espèces de bandes de cannibales. On voit des corps asséchés, meurtris. D'ailleurs, il y en a un qui était tellement asséché qu'on croyait que c'était Cillian Murphy. Mais il se trouve que c'est un homme qui s'appelle Angus Neal, qui a joué l'infecté qu'on a pris pour Cillian Murphy. Ça a beaucoup fait marrer Danny Boyle. On a toujours
des sportifs, des danseurs, des performeurs qui jouent les infectés. C'est très 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 réussi, leur déplacement, leur rage. Ça, c'est vraiment bravo à toute l'équipe de coordination de cascade. Et il a fallu aussi habiller esthétiquement ces personnes. C'est très 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 réussi. Les rampants aussi sont bien dégueulasses. Il y en a un qui confond un lacet avec un ver de terre, donc il commence à le bouffer et il se rend compte que c'est pas du tout un ver de terre, donc il le recrache, c'est amusant. Tout ça pour dire que tous ces infectés, ils sont travaillés, c'est autre chose, c'est une vraie menace, c'est la seule menace dans le film, parce que les humains ne sont plus vraiment des menaces, à part le pauvre Eric à un moment, parce qu'il a été un petit peu choqué. C'est peut-être la première fois qu'il voit un enfant venir au monde, alors il a été un peu choqué que ce soit un infecté, et il voulait s'en prendre à Spike et à sa mère, mais non, il s'est fait rattraper par l'alpha, une espèce d'énorme colosse. Tout cela, je trouve que ça donne beaucoup d'inventivité. On s'attend toujours à voir encore un autre type de zombie dans les parages. Le monde a bien changé, le monde du cinéma, de l'horrifique et du zombie et tout ça a bien changé. Donc il fallait forcément amener quelque chose de plus. Et quand je dis que le monde du zombie il a changé, vous savez, c'est un peu comme le football, hein. Eh bien, le film il a mis un temps incommensurable à se faire. Alors qu'il était question de développer un film après celui de 2007, hein. Mais il y a eu des problèmes de droit, il y a eu du développement L, et en juin 2019, eh bien, Boyle et Garland commencent à travailler dessus, enfin, et renomment le script 28 ans plus tard parce qu'il a pris une éternité à être écrit, à être validé, à être en production. Il est en production en mai 2024. Entre 2019 où ils se sont dit il faudrait peut-être le faire et aujourd'hui c'est pas une énorme production, hein, c'est que 60 millions, enfin que 60 millions, vous me comprenez, mais c'est pas quelque chose qui nécessite une énorme logistique de dingue comme certains autres projets nécessitent, hein. C'est un film qui a ses petits délires et ses petites organisations, notamment tourné avec un iPhone. Ils avaient pas mal d'iPhone, je crois une trentaine, entre 20 et 30, de l'iPhone 15 Pro Max, en plus d'autres caméras, hein. Ils avaient pas que l'iPhone, hein, mais principalement de l'iPhone. Ce n'est pas une révolution, Soderbergh avait déjà tourné avec des portables, un truc dans un hôpital psychiatrique, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, Phénoména ou un nom comme ça, et je crois que récemment il a encore tourné avec des portables, donc lui il est plutôt à l'aise, hein. Danny Boyle fait encore intervenir son chef opérateur du premier 28 jours plus tard, donc Anthony Dodd Mantle. On utilise comme on peut la technologie pour filmer et en même temps on ne sait pas trop comment filmer les situations. Alors on fait un peu n'importe comment et ça donne l'impression que tout est brouillon. Alors on pourrait dire oui mais c'est punk, c'est une attitude punk d'être brouillon. On peut toujours s'esquiver comme ça, hein, mais je trouve que tout ça est pas très structuré. Tout ça est un petit peu vaseux, un petit peu nébuleux. Alors on rajoute même des plans du recyclage avec des plans de vieux films, comme je vous ai dit. C'est un foutoir visuel avec des plans flous absolument partout. Et je suis pas sûr que ce soit un flou artistique, hein. Je pense que c'est vraiment les limitations de la caméra. Ça peut faire partie d'une esthétique d'un moment d'avoir du flou. Mais là, autant les plans débulés, je peux le comprendre, c'est quelque chose qui est propre à Boyle, il en fait beaucoup. Il y a des plans en drone, ça je peux comprendre que c'est une technologie qu'on a envie de travailler, qu'on a envie d'utiliser les drones, parce que ça permet de faire des mouvements. Enfin, moi je me souviens d'Ambulance, Ambulance de Michael Bay, il y avait des plans en drone, ça donnait envie de faire des expérimentations, ça donnait envie de voir où on peut aller, hein. Vraiment. Quand il y a la flèche qui traverse la forêt pour se loger sur le zombie, il y a un mouvement de drone qui fonce dans la forêt. Vous savez, c'est avant ce qu'on faisait, c'était les mouvements en 2013, ou encore avant bien sûr comment ça s'appelle, les Evil Dead, où on mettait les plans comme ça qui rentrent dans la forêt, qui foncent. On avait tout un truc prévu sur un rig qui était suspendu pour que la caméra elle aille dans des endroits précis dans la forêt. C'était chiant à installer. Maintenant avec les drones c'est tellement simple, les mouvements très compliqués qu'on peut faire, et combien de clips nous montrent des trucs ahurissants avec des drones. Je suis sûr que Gaspard Noé, s'il avait eu ça à l'époque de Enter the Void, mais il aurait fait des trucs de fou avec. Voilà, donc aujourd'hui les drones, on a envie de les utiliser, on a envie de voir jusqu'où ils vont.
dans les possibilités de mettre en scène la technologie, je peux l'entendre, mais ça casse aussi la dynamique, parce que il a ce super plan en drone qui descend comme ça la vallée avec les zombies qui courent. C'est une super dynamique de plan, on le voit dans la bande-annonce, et tout d'un coup, ça s'est coupé au beau milieu par des inserts dégueulasses, mais vraiment des inserts, c'est presque du plan subliminal, hein, avec des gros plans de zombies qui font ouais, voilà, c'est oh là là, je suis censé avoir peur, ou comment ça se fait, enfin déjà, on sait que les zombies, ça fait peur, et quand ils cavalent, ça fait déjà peur, et t'es obligé de nous mettre un gros plan dégueulasse, bien rouge, du zombie. Alors, s'ils veulent, mais je trouve ça rend le truc un peu bâclé, ça saccade aussi la séquence. Bon, déjà, il y a des plans saccadés, hein, mais ça saccade aussi la séquence. Tout ça n'est pas très aligné à l'image, hein. Il y a des plans qui ne sont pas alignés à l'image. J'entends aligné, vous savez où on revient presque à une sorte de primitivité de la mise en scène, c'est-à-dire une mise en scène qui ne considère pas vraiment le langage, qui fait un peu n'importe quoi. C'est un manque de raffinement. Moi, j'aime bien les films qui sont un peu raffinés à ce niveau-là, ou qui font un bazar bien organisé. Vous savez, un bazar organisé, ce serait du style la séquence de la plage dans Il faut sauver le soldat Ryan. C'est le bazar, mais c'est travaillé de fou. Là, on n'a pas l'impression. On a l'impression que le mec, bon, on va faire ça et on va voir, on va mettre des inserts là, comme ça, au petit bonheur la chance. Est-ce que c'est un défaut ? Moi, ça m'a un peu gêné par moment, parce que ça m'a bloqué, en fait, sur l'immersion, sur l'engagement envers les personnages. Donc, oui, j'entends qu'il a envie de faire des expérimentations grâce à ce budget. Il a de la marge pour tester. Et c'est bien de niquer un peu les règles, mais quand c'est fait un peu n'importe comment, on perd pied. Quand on change de point de vue tout le temps, on perd pied. Je veux dire, on a ce plan en drone comme ça qui fonce, mais du côté des zombies, pour aller vers les héros, vers les gentils, vers les humains normaux, bah, on voit que le drone il est du côté des zombies, que le drone fonce à la même vitesse que les zombies, c'est impressionnant. Et tout d'un coup, on a ces gros plans sur les zombies, en insert, en subjectif. Mais qui c'est qui regarde à ce moment-là ? Bah personne. C'est juste là pour faire boum. Voilà. Vous voyez, c'est très pénible, toutes ces petites conneries là, ces espèces de plans agressifs. Alors qu'il y a des plans très beaux. Il y a des plans qui sont forts, de sens, qui sont beaux, où on a l'alpha qui est à côté de l'arbre. Et on a le ciel derrière. On croirait presque un truc, là, vous savez, à l'attaque des titans, quoi. On aurait presque l'impression que les zombies, plus ils vont avancer, plus ils vont devenir plus grands que l'arbre. Bon, ils le font pas parce que ça nécessite de préparer un terrain pour jouer sur cette perspective. Je pense que ce n'est pas facile. Mais c'est super impressionnant comme plan. Je trouve qu'il y a aussi des mouvements, des travelling évidemment, qui sont court-circuités par des gros plans. Je suis pas très fan de ça. J'ai l'impression que le mouvement n'est pas arrivé à sa conclusion naturelle, qu'on coupe entre temps. Alors oui, c'est une attitude punk, c'est une façon très agressive de monter les plans. C'est une idée de court-circuiter. Après, pour faire quoi ? Pour casser les codes, mais pourquoi faire ? En fait, tu veux faire quoi comme pour casser les codes ? Parce que le film d'avant, il cassait pas assez les codes. C'est quoi l'idée là ? Pourquoi on casse les codes ? Parce que ça fait stylé. Pitié, ne me sortez pas ces arguments là con. Hein. Alors, j'entends par contre, s'il nous dit en interview, comme il l'a fait dans certaines interviews, que le cinéma a besoin de nouvelles idées, il faut donner quelque chose de nouveau à voir. Donc, casser les codes serait la chose nouvelle à voir, d'après lui. C'est un peu ringard, mais pourquoi pas ? Je veux dire, c'est bien de tenter un nouveau time bullet avec les iPhones sur un rig. Vous savez, on a vu cette image où tu vois un énorme machin porté devant l'acteur avec des tonnes de petits iPhones. Mais dans le film, c'est affreux. Alors, j'entends quand il dit que c'est pour impacter davantage la violence, donc la suspension du temps sur le moment de mort, et mettre les gens dans l'action. Alors, le mini time bullet, ok, pour ça, j'entends. Mais l'artifice dans le film, c'est un peu nul. Ça rend absolument pas, je pense, l'idée de suspension du temps. C'est quasiment un instantané moche, et ça nous perd dans l'espace. Il y a un saut d'axe énorme, et ça nous perd complètement dans l'espace. On ne sait pas où on est. Et ça marche pas en fait ça. Donc je saluerais toujours que ce soit tout ça, ça a été fait en dur. Alors pas tout, hein. Il y a eu des aménagements, il y a eu des trucs qui ont été faits en studio ou des choses qui ont été recréées numériquement. Je veux dire, à un moment, on a, vous savez, un espèce de quartier de Londres ou je sais pas où,
et tout d'un coup, juste après eux, on a le même quartier, mais envahi par le lierre et la végétation et tout ça. Je ne pense pas que ce soit des maquettes. Je pense que c'est voilà une image numérique travaillée avec une image normale, une image réelle, et après ça a été retravaillé numériquement. On a vous le savez, enfin je pense que ceux qui ont bien aimé le cinéma, ils connaissent en fait cet arbre légendaire, probablement l'arbre le plus légendaire du cinéma, l'arbre iconisé dans quelques films dont Robin des Bois, Prince des voleurs, cet arbre qui a été poussé sur le mur d'Adrien, donc ce mur au nord d'Angleterre qui le séparait de l'Écosse, si je me souviens bien, qui séparait des tribus barbares. Eh bien, il y avait un arbre, un grand arbre, à côté de ce mur, à un endroit précis, à un endroit complètement cinématographique. Et cet arbre, je sais plus quelle année, dans une de ces dernières années, cet arbre a été coupé par un putain de connard. Je sais pas qui a coupé cet arbre. C'était un malade, Et l'arbre a été coupé. Il n'existe plus cet arbre. Eh bien, cet arbre a été remis numériquement, ou alors le plan a été fait avant, je ne sais pas, ou c'était peut-être un stock shot sur lequel ils ont rajouté une silhouette du gamin et de sa mère, je ne sais pas. Mais cet arbre est là, il est posé comme ça et c'est vraiment un retour en arrière. Quand je vous disais que le film était un peu une sorte d'aller et retour, eh bien même dans les images, dans la fabrication des images, je vous parlais des maisonnettes du quartier résidentiel avant, et bien là on est aussi sur un retour en arrière. On a un retour en avant puisqu'on part du passé pour les maisons pour aller vers l'avenir des maisons délabrées, et bien là on revient en arrière avec cet arbre qui revient. Alors bien sûr, les Anglais, ça a dû leur faire plaisir, parce qu'ils savent que cet arbre qui était là depuis toujours et qui a été immortalisé au cinéma, qui n'existe plus. Et là, le revoir, moi, ça m'a fait tellement de bien, je me suis dit, oh, c'est une bonne idée de l'avoir mis, parce que c'est vrai que c'est un lieu naturel, touristique, cet arbre quand même. Et on a aussi la séquence la nuit sur le chemin de la plage là qui amène vers le village où ils se font courser par l'alpha. C'est un moment incroyable, vraiment. Enfin, un truc de fou, vraiment. Et ça a été fait en partie en studio. Enfin, il y a des images du making-of où tu les vois avec du fond bleu. Enfin, bon, c'est... Ouais, si vous voulez. Enfin, ils ont pas trop mis la puissance de leur com sur tout est réel. Non. Ça va. On leur tient par rigueur. Ils ont mis beaucoup d'accent sur l'iPhone, sur les zombies, les différents zombies maintenant, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Quelques trucs aussi... sur le son. Le son, il y a le poème Boots qui apparaît sur leur départ quand il y a Jamie et Spike qui sortent du village et qui descendent vers le grand continent et qui passent par cette digue. Et pendant qu'ils marchent sur cette digue, on a le poème Boots avec un montage chelou, mais on dirait qu'il leur manquait des plans, donc ils ont fait n'importe quoi avec ce poème. Je trouve que ça marche absolument pas. Le poème Boots, pour moi, c'est un poème sur la guerre. Et on n'est pas en guerre, là. Enfin, c'est ultra décevant. Et après, ça disparaît complètement. Ça veut dire c'est balancé là comme ça, et il n'y a aucune résonance. Il n'y a pas de résonance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre de ce poème à ce moment-là avec le... Et d'ailleurs, aucun critique ne l'a relevé. Alors oui, il y a Boots, oh là là, mais quant à comprendre pourquoi, quelle impression émotionnelle ça donne... non. Alors c'est un déchet, voilà, c'est le côté punk, il y a des séquences what the fuck, voilà, démerdez-vous avec ça, trouvez ce que vous voulez trouver dedans, c'est un peu l'idée, Il y a aussi une utilisation punk de la musique avec des morceaux de pop rock au milieu ou au début quand on nous présente le village, on se dit ok, bon, très bien, j'ai un peu de mal avec la musique, elle est quasi insignifiante, Il y a un moment, et je crois qu'encore une fois, c'est cette course sur la digue la nuit, si je me souviens bien, comme je vous l'avais dit au début de la critique, je suis plus sûr, mais il y a cette musique incroyable de la reprise de Wagner, c'est un morceau que j'écoute depuis qu'hier la musique a été, donc hier vendredi, à l'heure où j'avais commencé l'enregistrement, hier il y a eu la musique qui a été balancée sur YouTube, sur le site, sur le YouTube de Sony, et j'ai écouté Cause Away, donc c'est le nom de la track donc de Young Fathers, donc c'est le groupe de hip-hop britannique qui a fait la musique. C'est une reprise d'un morceau de Wagner des Rheingold, L'Or du Rhin. Ce morceau, il est incroyable parce que ça commence
comme le morceau de Wagner, et à la fin ça se transforme en fait en quelque chose où tu te sens emmené émotionnellement. Le reste ne m'a vraiment pas convaincu. Tout ce qui est pop rock, un peu metal guitare, j'ai trouvé ça nul quoi. Nul, des fois pas assorti à la séquence. C'est assez, je trouve que c'est assez repoussant. Ça fait pas son office. Voilà. Tout ça donne une sorte de film un peu fiévreux, un peu bizarre, un peu décevant, un petit peu grisant par moments, méli-mélo, prêchi-prêcha, un petit peu de bordel avec du truc et du machin saupoudré d'un petit peu de bidule. Je sais pas trop quoi penser. L'impression que ça m'a donné, c'est quand même un film dont on a envie de suivre l'aventure. C'est un gamin pour lequel on a de la sympathie, on a envie de suivre lui. Pas un grand monde d'autres, peut-être un peu le médecin. Moi je trouve que le médecin il a une bonne bouille, je l'avais même pas reconnu l'acteur. Hein. Non, je trouve que le film a en point positif son personnage principal, le fait que, comme je vous l'avais dit au départ, la forêt peut amener n'importe quel danger, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel décor aussi, mais à côté de ça, il y a des trucs bizarroïdes qui ne marchent pas, la musique n'est pas très entraînante, les gens du village, on s'en fout. Non, autrement, je trouve qu'il y a moins de choses que ce que je percevais en sortant de salle. Vous savez, après avoir digéré, on perçoit un peu mieux les choses. Je lui mettrais un 13 sur 20 parce que l'engagement envers le personnage principal, c'est quand même quelque chose qui fait tout le film. Et finalement, quelque chose qui me donnera sûrement envie de voir la suite. Hein, parce qu'il y aura une suite au début de l'année prochaine. Je vous l'avais déjà dit, je le répète. C'est 28 ans plus tard, The Bone Temple, donc le Temple d'os. Sûrement la construction du Dr. Carlson, donc il faudra voir. Hein. J'ai hâte de voir une bande-annonce pour savoir de quelle nature va être le film. Sûrement un truc tourné autour de l'humain et peut-être un peu moins autour des infectés. Quant à moi, eh bien, j'ai terminé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de voir le film si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de ce que je dis. Je vous remercie de votre soutien, de vos pouces bleus, de votre abonnement, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain essai vidéo. Il va sortir bientôt. J'ai enfin trouvé le moyen de me satisfaire d'une miniature en m'aidant d'une miniature d'une autre chose. C'est compliqué de faire des miniatures, donc voilà. J'ai joué au rapace. Tout ça, ça va venir bientôt. Je vous remercie encore une fois de votre soutien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!